Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson, on analyse l'épisode 7 de la saison 4 de Qui veut être mon associé. J'ai annoncé la semaine dernière que c'était le dernier épisode, en ignorant totalement qu'il y en avait encore, donc on est toujours là, on fait l'analyse, et d'ailleurs je crois qu'il y a encore au moins un 8ème épisode, donc tant qu'il y a des épisodes, je ferai des analyses. On commence avec la première startup qui a été présentée, Superjet Car. C'est le car wash 2.0, on peut dire, hein. C'est vraiment un car wash complètement différent, qui recycle l'eau, etc., etc. Donc, voyons voir quels sont les critères de Leonis Investissement. Est-ce que oui ou non, il fallait investir? Kelly Massol investit dans cette boîte, hein, c'est écrit ici sans surprise. D'ailleurs, tu as sûrement vu l'émission. Est-ce que c'était une bonne idée ou pas? Pour faire cette analyse, je me base sur mes critères d'investissement gagnants. Tu peux les télécharger gratuitement en description de cette vidéo. À quoi ça sert? Ça sert à ce que tu puisses les réutiliser de ton côté si tu veux analyser tes propres startups. Donc, on a un entrepreneur seul. Donc au départ, j'écris bah non, ça va pas, il est seul. En réalité, il est ultra expérimenté et crédible. Donc en cours de visionnage, je change ma note. Pourquoi il est ultra expérimenté et crédible? Parce qu'il a lui-même un car wash qui tourne très bien, qui gagne de l'argent, 750 000 euros de chiffre d'affaires, 300 000 de bénéf. Donc il est clairement l'homme de la situation. Et donc là-dessus, note positive pour l'équipe. Le marché, même si je sais plus d'ailleurs qui a dit bah non, les voitures ça finit. Non, et les voitures, il y en aura encore pour un bon moment. Donc il y a évidemment un marché important avec une monétisation évidente et une marge de 80%. Donc là-dessus, on est assez cool avec une bonne équipe, un bon marché, monétisation, marge. On n'a pas d'effet d'échelle du digital, bien sûr, on est sur quelque chose de absolument physique, on est même sur 2 millions d'investissements, ça a été assez critiqué par les investisseurs, donc on est sur vraiment du lourd, du physique. Lancé il y a un an, 60 voitures par jour, alors pas terrible pour la traction, puisque lui il peut faire jusqu'à 80 ou 90 voitures par heure, et là on est à 60 par jour, donc un peu quand même un peu léger. Il y a un avantage injuste, c'est la R&D. Il a développé son truc tout seul de recyclage d'eau, etc. Que personne, entre guillemets, enfin qui est pas évident à imiter et à refaire. Et donc une valorisation à 1,2 million, ce que je trouve pas mal vu la solidité du projet et vu son potentiel et vu la crédibilité de l'entrepreneur. C'est-à-dire que on sait qu'il va mener son truc à bout, qu'il va y arriver, c'est son domaine. Donc je trouvais que la valo était à peu près ok, et il obtient un deal de la part de Kelly pour exactement la valo qu'il avait demandé. Donc c'était Superjet Car. On enchaîne avec Neo Justice, la résolution des litiges en ligne. J'ai trouvé ce projet très chouette. Je lui donne vraiment une petite palme parce que j'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc Neo Justice, qu'est-ce qu'on peut en dire? J'allais dire qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Tu sais, hein, t'as vu l'émission. Donc elle est toute seule, cette entrepreneuse qui a l'air talentueuse, mais elle est seule. Donc forcément, c'est un critère négatif. Marché 1,5 million de litiges par an. Donc ça c'est pas mal, mais il faut éduquer ton marché. C'est-à-dire que les gens ne savent pas que Neo Justice existe. Ils ne vont pas de base rechercher Neo Justice. Bien sûr, le fait de passer à la télé, ça va aider. Ça y est, il y a 1 ou 2 millions de personnes, ou 3 d'ailleurs millions de personnes qui savent que ça existe. Mais les autres, la plupart des gens ne le connaissent pas encore. On a un effet un petit peu viral, puisque quand toi tu as un litige, tu vas amener une deuxième personne sur la plateforme. Donc chaque client amène un deuxième client potentiel, mais c'est quand même pas terrible. Alors on a une monétisation que je trouve excellente. C'est des frais de dossier plus une commission, un pourcentage sur les montants. Donc là j'étais en train d'applaudir en me disant mais bravo, c'est tellement intelligent. Mais très négatif, elle l'a lancé en gratuit. Quand on lance un business en gratuit, on ne sait pas si les clients finalement sont prêts à payer ou pas. Donc là c'est une grave erreur de débutante qui a été faite ici. C'est hyper dommage. Ça a été souligné aussi par les investisseurs en disant bon bah voilà c'est pas terrible. Donc pour moi c'est un gros problème et c'est embêtant. Elle répond oui mais je pense qu'ils seraient prêts à payer. Bah ok, dans ce cas là fais-les payer. Peut-être, mais on n'a pas la preuve. Donc là c'est vraiment dommage. On est sur une marge à 100% avec des effets d'échelle du digital. Donc ça c'est vraiment magnifique. 180 litiges, ce qui est pas énorme, et surtout que c'est en gratuit, donc ça compte pas du tout, puisque évidemment on peut pas savoir si ils auraient payé ou pas. Alors elle a dit que c'était à peu près 500 euros par litige, donc elle aurait pu faire en fait 90 000 euros de chiffre d'affaires, mais ici elle ne l'a pas fait, donc là c'est vraiment dommage. Avantage injuste, on a une fondatrice qui est avocate. Alors c'est si moi je veux faire la même chose, je suis pas avocat, c'est dur. En même temps il y a beaucoup d'avocats. Bon. Et des cabinets d'avocats partenaires qui insèrent la clause en disant s'il y a un problème, on se réfère automatiquement à Neo Justice. C'est pas énorme, donc j'ai mis orange, mais c'est pas rien. Et une valo à 1,25 million que je trouve un peu cher car pas lancé, en tout cas pas de chiffre d'affaires.
Donc je trouve ça un petit peu cher en valo. C'est pas, on peut mettre orange après en y réfléchissant, parce que on a quand même une avocate, on a quand même des partenariats, on a quand même des litiges. Mais c'est vraiment ça moi qui m'embête, c'est pas lancer en gratuit, pas de chiffre d'affaires. Ça c'est vraiment l'erreur du débutant. Et elle obtient donc un deal avec Stéphanie Delestre, donc exactement à la valo qu'elle avait demandé 1,25 million. Ensuite, Start and Grill, le barbecue. Alors, on a beaucoup de. Je le regarde de haut, tu vois, sans même lire, juste en regardant de loin, je vois qu'il y a beaucoup de verts, mais ils obtiennent évidemment pas de deal. Et c'est vrai que c'est. Bon, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a besoin de ça. Donc, par exemple, le marché, bon, il y a beaucoup de barbecue, mais est-ce que les gens vraiment. Je me posais la question, moi, j'aime bien le barbecue, j'en fais comme Marc Simoncini, il l'a dit dans l'émission, 2 fois par an, pas toutes les semaines, mais est-ce que vraiment j'achèterais pour de 600 ou 800 euros un barbecue qui s'allume tout seul? Je sais pas. C'est vrai que c'est chiant d'allumer le barbecue, mais bon. On a 2 entrepreneurs. Quelle est leur complémentarité? Comme d'habitude, question à se poser. Le marché du barbecue, bon, ils ont dit qu'ils se vendaient 1,2 million de barbecues par an. Donc ça m'a paru énorme. Il y a 65 ou quelques millions de Français et ils se vendent 1,2 million de barbecues. Bon, c'est assez énorme. Ok, monétisation évidente avec une marge à 68% en B2C et 52% en B2B, donc la marge c'est nickel. On est sur un produit physique, donc là-dessus voilà. 700 barbecues vendus, donc on se dit bon bah c'est pas énorme, mais c'est quand même 200 000 euros de chiffre d'affaires. Donc moi j'ai trouvé que c'était bien pour une boîte qui démarre. Et c'est breveté. Donc là, on a un avantage injuste, nickel. Et avec ça, il donne une valo à seulement 830 000 euros de valo, ce qui est pour les 200 000 euros de chiffre d'affaires plus le brevet, ce qui est franchement pas mal. Donc c'est vrai qu'on a finalement beaucoup de trucs, beaucoup de critères au vert dans cette boîte. Ça te montre que tous les critères au vert n'ont pas des deals. Ça te montre aussi qu'il y a des limites dans les critères. C'est-à-dire que c'est pas parce que presque tout est au vert que j'aurais forcément été. Bon, déjà, c'est un produit physique, donc moi, j'investis pas là-dedans, mais il faut creuser, il faut aller plus loin. Typiquement ici, on se pose la question effectivement de est-ce que c'est vraiment un gadget ou est-ce que c'est vraiment un produit qui va vraiment exploser? Ça fait partie de la réflexion. Et j'ai pas la réponse. Peut-être que c'est un produit qui va exploser. D'ailleurs, je leur souhaite. Ils sont extrêmement sympathiques, ces 2 entrepreneurs. Mais ça te montre que les critères sont extrêmement importants, mais c'est une première lecture. SoundDuct, l'appareil auditif pour les malentendants. Alors là, évidemment, comme d'habitude, je précise, il y a une portée sociale du projet absolument géniale pour aider les malentendants à réentendre. Et c'est génial, cette séquence un peu émotion de ce malentendant qui avait perdu l'une des 2 oreilles, l'audition, et qui tout d'un coup entend de ses 2 oreilles. C'est absolument génial. Ici, on fait une analyse business. Et je le dis souvent dans les vidéos, si on veut que le projet ait un impact sur le long terme, il faut qu'il ait une réalité économique. Et donc, s'il n'a pas une réalité économique, la boîte finira par fermer et ils ne pourront pas avoir l'impact qu'ils souhaitent. Donc, on a 2 entrepreneurs. Quelle est leur complémentarité? Évidemment, un marché malheureusement qui est énorme et en augmentation. Une monétisation très claire, ils vendent avec une marge à 24%. Donc là, forcément, critère négatif. Les effets d'échelle du digital, c'est absent, bien sûr, c'est un produit physique et c'est pas lancé sur le marché. Donc là, on a 3 gros points négatifs malheureusement. Ils ont un avantage injuste, c'est leur technologie qu'ils ont développée, beaucoup de R&D là-dessus, techno R&D, c'est pareil. Ils n'ont pas mentionné que c'était breveté, mais à mon avis c'est facilement brevetable. Mais de toute façon, ils ont une avance de recherche sur le fonctionnement. Une valo à 10 millions, beaucoup trop cher, évidemment. Beaucoup trop cher pour un produit pas lancé. Et ils repartent sans deal, vraiment dommage parce que ça aurait été sympa d'avoir quelqu'un qui les aide à augmenter leur marge, etc., etc. Mais à cette valo-là, c'est évidemment, ils se sont un peu tiré une balle dans le pied. On enchaîne avec Yacon & Co, l'alternative au sucre. Donc très intéressant. Je pense que j'ai l'intuition que ça a intéressé beaucoup de monde. Moi, ça m'a beaucoup intéressé. Je vais probablement aller en acheter pour goûter. Et je pense que beaucoup de gens vont faire la même chose. Donc vraiment chouette de découvrir que ça existe. Je pense qu'ils vont avoir beaucoup de succès. Et d'ailleurs, ils ont pris donc un deal avec Kelly Massol, on peut commencer par la fin, exactement à 5 millions de valo, ce qui était à mon avis trop cher. Donc reprenons au début, on a 3 entrepreneurs. Quelle est leur complémentarité? Je pense qu'ils sont complémentaires, puisqu'on en a un au Pérou qui gère la production, une financière qui était l'ancienne de Wall Street, enfin de New York, et le 3e gars qui fait le marketing. Donc à mon avis, on a la complémentarité. Donc je le rajoute ici. Un marché énorme, c'est le marché du sucre, mais à éduquer quand même. C'est-à-dire que tous les gens qui ont vu à la télé l'explication sont curieux, mais les gens, tu passes dans un rayon, tu cherches du sucre, tu vas pas chercher du Yacon. Et c'est pas dans le rayon du supermarché que on va avoir le temps de t'expliquer ce que c'est que le Yacon, que ça vient du Pérou, mais que c'est moins calorique. Donc là, il y a un gros problème d'éducation du marché. En ce sens, c'est très bien qu'ils soient passés à la télé pour raconter leur histoire. Donc encore une fois, ils peuvent avoir un boom grâce à l'émission, mais le reste du marché, c'est compliqué.
Monétisation évidente, ils vendent avec une bonne marge, très bien. On est sur un produit physique, bien sûr. On a une traction. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. On a une traction. On va essayer de pas cacher la tête de Kelly. Coucou Kelly. Hop là, voilà, c'est marrant. On a une. Qu'est-ce que je raconte? Oui, une traction 3 millions de chiffre d'affaires en tout, avec 100 000 produits vendus, 500 000 en 2023. Ils ont doublé par rapport à 2022. En 2022, x2 VS 2022, ils faisaient 250 000. Donc, c'est une boîte qui fait de la croissance, qui sont pas à zéro. Ils ont de la traction, c'est très bien. Pas énormément d'avantages injustes. Ils ont, quand même, ils ont 600 magasins bio plus approvisionnement au Pérou. Ça met apéro. J'ai voulu écrire approvisionnement. C'était pour pas l'écrire en entier. Plus approvisionnement au Pérou. Ça, c'est quand même un petit avantage injuste. C'est vrai, parce que si toi et moi demain on veut faire du Yacon, il faut aller le chercher. C'est loin. Bon, on y arriverait si on voulait vraiment le faire, mais c'est plus compliqué. Une valorisation à 5 millions qui est trop cher, 500 000 euros de chiffre d'affaires, et encore c'est que du chiffre d'affaires, c'est pas de la marge, donc 5 millions pour moi c'est trop cher, mais Kelly comme d'habitude quand elle aime elle ne compte pas, et c'est ce qu'on aime je crois, c'est ce qu'on aime de Kelly dans l'émission, et donc elle investit avec une valo à 5 millions, bravo à eux, et encore une fois moi je vais être client, je vais au moins aller goûter. Skin and Out, l'acné, donc c'est une box, enfin c'est une gamme de produits souvent réunis dans une box de l'intérieur et de l'extérieur, c'est le jeu de mots skin and out, c'est in and out, donc des compléments alimentaires pour l'intérieur du corps et des crèmes pour les boutons. Ça me rappelle évidemment mon adolescence et en analyse, donc deux entrepreneurs, on peut mettre un E ici, voilà, mais est-ce qu'elles sont vraiment complémentaires parce qu'elles sont sœurs? Je dis toujours, si elles sont sœurs, est-ce qu'elles se sont associées pour leur complémentarité ou à cause de leur lien? Bon, le marché de l'acné, évidemment, il n'y a pas de problème, monétisation, évidemment, il n'y a pas de problème, la marge pas abordée, quel dommage. Quel dommage. Je pense que la marge est suffisamment élevée puisque produire une crème, c'est pas cher. Produire des compléments alimentaires, c'est pas cher. Donc on peut partir du principe qu'elle est bonne. Mais ça n'a pas été abordé, c'est vraiment dommage. On est sur un produit physique, comme quasiment toujours dans cette émission. C'est un peu dommage. Mais on a 1 million de chiffre d'affaires et 60 000 clients. Donc franchement, bravo. Là-dessus, ça le fait en termes de traction. On n'a pas d'avantage injuste, finalement. Je dis souvent, n'importe qui peut le faire. Elles ont un début de communauté, un début de marque, etc. Mais il y a plein de gens qui font des traitements pour l'acné et il n'y a pas grand chose qui les différencie. Une valo à 3 millions qui est un peu cher, j'ai été un peu hésitant, pas mal pour le CA, ça reste cher, 3 millions, mais en même temps il y a un vrai CA quand même. Donc ça va, mais elles repartent sans deal malheureusement, donc ça c'était Skin and Out. Et on termine avec My les douleurs de règles. Donc la ceinture qui permet de soulager les douleurs de règles. Donc on a deux entrepreneurs est-ce qu'ils sont complémentaires? On a un radiologue et l'autre, la fondatrice, qu'est-ce que c'est? C'est la personne qui avait des douleurs de règles. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement dans l'entreprise? Probablement tout. Mais est-ce qu'ils sont vraiment complémentaires? Je ne sais pas. Le marché, malheureusement, il est énorme, comme d'habitude. Je dis malheureusement parce qu'on préférait que aucune femme n'ait de douleurs de règles, mais en l'occurrence c'est le cas. Monétisation évidente, vendu 193 €, créé à 80 €, donc on a une marge supérieure à 50%. Et d'ailleurs, la fondatrice explique que les prix peuvent baisser. On est sur un produit physique, évidemment. 2000 utilisateurs, donc au début j'entends ça et je me dis bon, c'est bien, c'est pas énorme, mais quand même 200 000 € de chiffre d'affaires finalement. C'est arrivé un petit peu après dans le déroulé de l'émission. Je trouve que c'est pas mal, 200 000 € de chiffre d'affaires, c'est pour une boîte qui démarre, c'est bien. Pas d'avantage injuste a priori, c'est une ceinture qui fait des massages et qui fait du chaud, c'est facile à faire pour les gens. D'ailleurs ça existe, vous avez déjà vu des trucs qui font des massages, on les met sur le dos, l'épaule, le machin, ça tourne et tout. Et des trucs chauffants ça existe aussi, on les réunit, bon. Valorisation 1,5 million, j'ai pas mis de positif ou de négatif, je vais dire ça va, c'est pas cher du tout, mais encore une fois, il y a 210 000 € de CA, donc c'est orange clair, c'est orange qui tend sur le vert, ça va franchement je trouve, pour le chiffre d'affaires ce serait sévère de dire que c'est trop cher, donc ça va, et ils repartent malheureusement sans deal. Voilà pour l'analyse de l'épisode 7 des startups. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'analyse de l'épisode 8. Et je ne sais pas jusqu'à où ça va, si ça s'arrête à 8 ou si ça va à 10. Mais pour ne rater aucune vidéo et les analyses des startups aussi sur les plateformes en ligne de levée de fonds, évidemment, abonne-toi. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Évidemment, Léonis Investissement te permet d'investir dans des startups de la Silicon Valley qui répondent en vert à tous ces critères avec moi et plusieurs centaines d'investisseurs. Plus d'infos dans la description. À très bientôt. Ciao, ciao.